Mon père n'a pas élevé la voix en le disant. Il n'en avait pas besoin. La froideur de son ton suffisait amplement, chaque mot pesant comme une pierre. Ta scolarité est suspendue jusqu'à ce que tu présentes tes excuses à Léo. Le couteau que je tenais à la main, prêt à couper une dernière bouchée du bœuf bourguignon qui refroidissait dans mon assiette, s'immobilisa en plein vol. L'air sembla se figer. De l'autre côté de la lourde table en chêne, mon frère tenta, sans grand succès, de dissimuler le sourire narquois qui s'étirait lentement sur son visage, une victoire silencieuse et savourée. Ma mère, Sandrine, détourna le regard, sa respiration saccadée trahissant son anxiété. Elle attendait, comme toujours, que je cède la première, que je me brise sous le poids de l'injonction paternelle. Mais cette fois, je ne l'ai pas fait. J'ai reposé le couteau sur la nappe avec une lenteur calculée, le cliquetis du métal contre la faïence résonnant dans le silence de mort qui avait envahi la salle à manger de notre maison de campagne en Provence. J'ai lissé une mèche de cheveux rebelles derrière mon oreille, un geste machinal pour gagner du temps, pour laisser la poussière de leurs attentes retomber. D'accord, ai-je dit. Ma voix était neutre, dénuée de toute émotion. Pendant un instant qui parut s'étirer à l'infini, personne ne bougea. Ils ont cru que c'était une reddition, un aveu de défaite. Mais ce n'était pas le cas. Je m'appelle Chloé Mercier, et j'ai grandi dans une maison où le silence se propageait plus vite que le son, où un simple regard décidait de qui comptait et de qui était invisible. De l'extérieur, nous étions le genre de famille que les gens qualifiaient de « parfaite », une carte postale provençale bien huilée. À l'intérieur, tout gravitait autour d'une seule personne, mon frère cadet, Léo Mercier. Mon père, Stéphane, préférait l'ordre à l'équité. Il aimait les plannings, les horaires stricts, les règles imprimées et aimantées sur la porte du réfrigérateur. Ma mère, Sandrine, préférait la paix à la vérité. Elle s'inquiétait des émotions comme d'autres s'inquiètent des fissures sur un mur, colmatant chaque brèche à la hâte, même si le rafistolage ne tenait jamais. J'ai appris mon rôle très tôt, non pas par des punitions ou des cris, mais à travers un millier de petits moments qui s'étaient accumulés pour former un scénario silencieux et immuable. Quand j'avais 10 ans, Stéphane a appris à Léo à faire du vélo dans une ruelle tranquille du village. J'attendais sur le bord du chemin, mon propre casque à la main, les doigts crispés sur les lanières. Le vélo de Léo est tombé 2 fois, sous les encouragements patients de mon père. Le mien n'a jamais quitté le jardin. Stéphane avait dit « On s'occupera de toi le week-end prochain ». J'avais hoché la tête, un nœud dans la gorge. Ce week-end n'est jamais venu. À 12 ans, Sandrine a acheté un nouveau blouson à Léo pour la photo de classe. Elle m'a tendu une de ses vieilles écharpes en disant que ça me donnait un air plus mature. Je l'ai portée, même si elle sentait légèrement la lessive et la lavande, une odeur de consolation bon marché. Plus tard, quand Léo a taché sa manche avec du jus de fruits, Sandrine a pleuré, dévastée par ce petit drame. Quand j'ai déchiré l'écharpe dans le bus, elle ne l'a même pas remarqué. De petites choses, des choses oubliables. Sauf qu'elle ne s'en allait jamais vraiment. À 14 ans, j'étais devenue la réparatrice attitrée. Quand Léo oubliait son projet de science, j'apportais le mien pour qu'il le recopie. Quand il était en difficulté en physique-chimie, je passais des nuits blanches à lui expliquer des expériences pendant qu'il faisait défiler des vidéos sur son téléphone. Stéphane le félicitait pour ses progrès, disait qu'il avait du potentiel. Ma contribution se dissolvait silencieusement en arrière-plan, comme la buée qui disparaît d'un miroir. La première fois que j'ai vu clairement le coup de ce déséquilibre, c'était l'après-midi où je suis resté après les cours pour un entraînement du club de débat. On venait de m'annoncer que je dirigerais l'équipe pour la compétition régionale. Je me souviens m'être senti presque légère en marchant vers le parking. C'est là que j'ai vu la Citroën de Stéphane arriver. Pas pour moi, pour Léo. Il est sorti du bâtiment en courant, en larmes, prétendant que quelqu'un s'en était pris à lui. Stéphane a laissé le moteur tourner et n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Je suis resté là, mon espoir en forme de trophée se refroidissant dans mes mains, regardant la voiture s'éloigner sans moi. Mais le moment qui a tout défini s'est produit un soir d'hiver dans le garage du lycée. La lumière jaune et vacillante d'un néon nous éclairait tandis que Léo acculait un élève plus jeune, Lucas Dubois, de ma classe de mathématiques, le pressant contre un pilier en béton. Je me suis figé une seconde, observant la peur redessiner les traits du visage de Lucas. Quand Léo l'a poussé assez fort pour le faire tomber, j'ai agi par instinct et je me suis interposé. Plus tard à la maison, Sandrine a balayé l'incident d'un revers de main,
parlant de « gaminerie ». Stéphane m'a averti de ne pas « faire de scène ». Et Léo? Il souriait comme si de rien n'était. C'est à ce moment-là que le scénario est devenu limpide. Léo causait les dégâts. Je portais la responsabilité. Et dans notre maison, cela n'allait pas changer. Le soir où tout a basculé n'a pas été bruyant. Ça ne l'est jamais, pas dans ma famille. Nous étions à mi-chemin du dîner quand mon père, Stéphane, a essuyé sa bouche avec le coin de sa serviette et a parlé comme s'il annonçait une mise à jour de règlement. Demain, tu monteras sur la scène de la salle des fêtes du village et tu t'excuseras auprès de Léo, a-t-il dit. Devant tout le monde, de façon claire et simple. Le verre de vin rouge à côté de son assiette semblait presque noir sous la lumière tamisée. De l'autre côté de la table, mon frère Léo, le centre choisi de notre univers familial, gardait les yeux baissés, mais le rictus qui tiraillait sa bouche le trahissait. Ma mère, Sandrine, a joint ses mains comme si elle se préparait à un impact. Je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai laissé les mots s'installer, lourds et familiers. Ils n'ont pas demandé ce qui s'était passé. Ils n'ont pas mentionné l'enregistrement vidéo. Ils se fichaient que la caméra du garage ait filmé Léo en train de pousser un élève plus petit, Lucas Dubois, le discret seconde de ma classe de maths, si fort qu'il a heurté le pilier en béton. Une famille reste unie, murmura Sandrine, la voix tremblante de cette manière qu'elle employait lorsque la culpabilité était censée faire le travail à sa place. C'est simple, ajouta Stéphane. Une excuse et tout ce gâchis disparaît. Sauf que ce n'était pas simple. Ça ne l'avait jamais été. Ils voulaient que je réécrive la vérité publiquement, que je me tienne sous les projecteurs de la scène pour dire que leur garçon en or n'avait fait que se défendre. Parce que cette version de l'histoire maintenait l'équilibre de la maison, parce que ma dignité valait moins que l'image de Léo. Alors, vous voulez que je mente? Ai-je demandé doucement. Stéphane a secoué la tête. Je veux que tu sois responsable. Responsable. Ce mot m'avait suivi depuis l'enfance, assez flexible pour se tordre en tout ce qu'ils attendaient de moi. Léo a finalement levé les yeux, le regard brillant d'anticipation. Fais-le, Chloé. Ce n'est pas si grave. C'était étrange de voir à quel point tout semblait calme à ce moment-là. Le cliquetis des fourchettes, le léger bourdonnement du néon de la cuisine, l'odeur du bœuf bourguignon qui refroidissait sur la table. Je ne ressentais pas de colère, seulement une clarté absolue. J'ai inspiré lentement, lissé une mèche de cheveux derrière mon oreille, une habitude que je n'avais jamais complètement perdue, et j'ai senti le changement s'opérer en moi. Petit, précis, final. D'accord, ai-je dit. Le mot a frappé la table comme une pièce de monnaie qu'on laisse tomber. Le sourire narquois de Léo s'est figé. Sandrine a cligné des yeux. Stéphane a ouvert la bouche pour me sermonner, mais rien n'est sorti. Il pensait avoir gagné. Il pensait que ce simple mot signifiait la capitulation. Il n'avait pas compris que c'était le moment où j'arrêtais de jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Je suis monté à l'étage sans un mot de plus. Pas de porte claquée, pas de pas dramatique, juste le doux déclic du bois contre le bois lorsque la porte de ma chambre s'est refermée derrière moi. C'était la frontière la plus silencieuse que j'ai jamais tracée, si silencieuse qu'ils ne l'ont même pas entendue. Je suis resté là un long moment, laissant le silence s'installer. La maison respirait de manière inégale. En bas, les voix étouffées se sont transformées en un bourdonnement bas et chaotique. Je n'ai pas écouté. Je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai réveillé l'écran. La lumière s'est répandue dans ma chambre, nette et stable, comme un nouveau départ attendant d'être tapé pour exister. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à lister ce dont j'avais besoin. Transcription, lettres, fichiers vidéo, conditions de transfert, calendrier. Le fait de taper a stabilisé mon pouls. Chaque clic était un choix que je n'avais pas été autorisé à faire auparavant. J'ai sorti mes 2 valises de sous le lit, une pour les vêtements, l'autre pour chaque document qui prouvait que j'avais construit quelque chose au-delà de cette maison, médaille de débat, récompense, certificat, les écussons de leadership que j'avais cousus sur des vestes qui portaient encore la faible odeur de la poussière de la salle des fêtes. J'ai tout disposé sur le tapis en rangées soignées. Les organiser, c'était comme récupérer des morceaux de moi-même, un par un. Le couloir à l'extérieur a craqué une fois. Quelqu'un s'est arrêté, puis s'est éloigné. Je n'ai pas ouvert la porte. Au lieu de cela,
j'ai envoyé un unique texto à la seule personne qui ne m'avait jamais fait me sentir petite. Manon, ça y est. C'est le moment. Sa réponse est venue instantanément, même à cette heure tardive. Dis-moi ce dont tu as besoin. Je ne savais pas comment l'expliquer. Le sentiment d'une porte qui s'ouvre à l'intérieur de moi au lieu de se fermer. Mais j'ai tapé les étapes suivantes quand même. Elle a envoyé des instructions, des liens, des rappels, chacun arrivant comme une petite balise dans l'obscurité. Après minuit, je me suis glissé en bas dans la cuisine, me déplaçant silencieusement sur le carrelage froid. J'ai ouvert le tiroir où nous gardions le papier d'imprimante partagé, j'ai pris une petite pile et je suis remonté sans allumer une seule lumière de couloir. La maison était encore suffisamment éveillée pour remarquer un bruit suspect. Je ne lui ai rien donné. De retour dans ma chambre, j'ai téléchargé la vidéo du garage depuis le portail du lycée. Les yeux effrayés de Lucas, le poing de Léo, le moment où il l'a poussé vers le pilier. La caméra ne mentait pas, même si ma famille avait besoin que je le fasse. Je l'ai sauvegardé 2 fois, une fois sur mon disque dur, une fois sous un nom de code dans un dossier caché. Pas pour exposer Léo, pas pour lui faire du mal, mais parce que la vérité était devenue pour moi une forme de survie. Vers 2 heures du matin, mon ordinateur a émis un son. Madame Valérie Martin, ma conseillère d'orientation, avait répondu. Chloé, si tu es réveillée, envoie-moi ta lettre de motivation. Je la relirai maintenant. N'attends pas. Son message n'était pas chaleureux. Il n'était pas réconfortant. C'était mieux que ça. C'était un soutien solide et pratique, le genre que je n'avais jamais reçu à l'intérieur de ma propre maison. J'ai terminé l'essai, chaque phrase étant une récupération constante de mon histoire, et j'ai cliqué sur envoyer. En attendant sa réponse, j'ai préparé mon sac à dos avec les dossiers dont j'aurais besoin le lendemain, des enveloppes scellées, des formulaires que j'avais présignés et les impressions pour ma demande de transfert. Je les ai vérifiés 3 fois, tapotant les coins pour les aligner parfaitement. L'organisation rendait tout cela maîtrisable. L'horloge indiquait 2h43. Ma chambre semblait froide, mais d'une manière qui aiguisait mes sens au lieu de les engourdir. Puis la réponse est arrivée. Excellent. Je finalise la recommandation ce soir. Reste concentré. Tu y es presque. J'ai expiré. Je n'avais pas réalisé que j'avais retenu mon souffle. À l'aube, ma chambre ressemblait au tableau de preuve de mon propre avenir. 2 valises fermées et prêtes. Des vêtements pliés. Des documents disposés en une grille précise sur mon bureau. Mon ordinateur portable fermé, le chargeur enroulé proprement autour de son bloc. Mon carnet ouvert sur une liste à puces fraîchement cochée. Quand la maison est finalement redevenue silencieuse, je me suis glissé dans ma routine matinale, douche, jean, pull, chaussures. Chaque mouvement était délibéré. Sans me presser, sans me cacher, juste avec constance. Je suis allé au lycée tôt, bien avant que le flot habituel d'élèves ne remplisse les couloirs. L'air extérieur était frais, presque métallique. Le ciel était encore rose sur les bords. J'ai attaché mes cheveux en une queue de cheval lâche, sentant le léger tremblement d'anticipation parcourir mes doigts. Mon casier se trouvait à mi-chemin du couloir et, juste là où la première lumière des fenêtres de la cour frappait le métal. Je l'ai ouvert et j'ai regardé la vie que j'avais gardée à l'intérieur, des manuels alignés, une bande de photos de la fête du club de débat, une tasse ébréchée que Manon m'avait offerte avec un slogan délavé sur la persévérance. Un par un, j'ai tout sorti, les livres soigneusement empilés dans mon sac à dos, les objets personnels rangés dans un autre sac. La bande de photos pliée avec soin et glissée dans mon carnet. Quand le casier a été complètement vide, les parois métalliques ont résonné doucement, comme un souffle libéré après avoir été retenu trop longtemps. J'ai déchiré la page d'approbation de transfert de mon dossier, j'ai placé un petit morceau de ruban adhésif en haut et je l'ai laissé suspendu à l'intérieur, une déclaration silencieuse. Au moment où la première sonnerie a retenti, je m'éloignais déjà de tout cela. Les élèves commençaient à affluer dans le couloir, le bruit montant comme une marée derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Le plan était en marche. Tout était déposé. Tout était net. Tout était à moi. Alors que je sortais dans l'air frais du matin, la pensée finale m'est venue tranquillement, comme une vérité qui avait attendu des années pour être dite. Cette fois, ce ne serait pas moi qui maintiendrais leur monde en place. Cette fois, je construirais le mien.
Le lendemain matin, le lycée était réveillé et bruyant, claquement de casier, grincement de baskets sur les sols polis, voix résonnant comme si le bâtiment lui-même n'avait pas dormi. Je suis entré sans me presser, l'air froid encore accroché à mes manches. Mes cheveux étaient tirés en arrière, mais pas mesurés. Rien sur mon visage ne laissait transparaître ce qui allait se dérouler. Léo était déjà adossé à son casier quand j'ai tourné au coin du couloir. Mon petit frère, si habitué à être le centre de gravité autour duquel tout le monde s'inclinait, se tenait les bras croisés, son sourire narquois fixé comme une signature. « Eh bien, dit-il assez fort pour que les élèves à proximité l'entendent. Regardez qui a enfin daigné se montrer. Prête à répéter tes excuses ? Je ne me suis pas arrêté. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai marché droit vers mon casier, j'ai tourné la molette et je l'ai ouvert. Son sourire s'est instantanément fissuré. Le casier était vide. Chaque étagère, chaque crochet, chaque centimètre carré. Seul le formulaire d'approbation de transfert, soigneusement scotché à la paroi métallique du fond, a flotté une fois dans le courant d'air du couloir. J'ai hissé mon sac à dos sur mon épaule et j'ai fermé doucement la porte du casier, laissant le loquet s'enclencher. Derrière moi, un hoquet de surprise. Un murmure, elle part ? Puis la voix de Léo, aiguë et craquante. Chloé, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai continué à marcher. Il m'a rattrapé, m'agrippant le bras, paniqué. S'il te plaît, dis-moi que tu ne l'as pas envoyé. Sa voix tremblait. S'il te plaît, dis-moi que tu ne l'as pas fait. Des dizaines de regards se sont tournés vers nous. Quelques téléphones se sont levés. Léo n'avait jamais semblé aussi désemparé. J'ai libéré mon bras d'un simple mouvement. Le couloir est devenu silencieux pendant un souffle suspendu. Envoyer quoi ? Ai-je demandé. Il a dégluti difficilement. Le dossier, le transfert, peu importe. Dis-moi juste que ce n'est pas définitif. Mais ça l'était, et il le savait. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai marché vers le bureau de la direction du lycée, mais pas régulier, tandis que les siens trébuchaient derrière moi en écho frénétique. À l'intérieur, Monsieur Jean-Luc Fournier, le proviseur, mesuré et implacablement factuel, était déjà à son bureau. Madame Valérie Martin, ma conseillère, se tenait à ses côtés, tenant une enveloppe épaisse avec un sceau doré. Quand elle m'a vu, elle a hoché la tête une fois. Ce n'était pas un encouragement, c'était une confirmation. Je lui ai tendu les derniers formulaires imprimés. Elle les a vérifiés, a signé là où c'était nécessaire et les a passés à M. Fournier. Il a lu la première page à haute voix, sa voix portant dans le petit bureau. Bourse d'études au mérite. Placement en internat approuvé. Transfert effectif immédiatement. Derrière moi, quelqu'un a eu une inspiration brusque. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que c'était Léo. Un instant plus tard, la porte du bureau s'est ouverte à la volée et mes parents sont entrés. La cravate de Stéphane était de travers, une chose que je n'avais jamais vue de ma vie. Sandrine avait l'air de ne pas avoir dormi du tout, les yeux rouges, les doigts tremblants autour de son téléphone. Que se passe-t-il ? A exigé Stéphane. Je n'ai pas bougé. Madame Martin a placé le contrat sur le bureau où il pouvait le voir. C'est une affaire conclue, dit-elle calmement. Chloé a rempli toutes les conditions. L'internat a confirmé sa place hier soir. Le visage de Stéphane s'est durci. Chloé, nous n'avons pas approuvé ça. M. Fournier a parlé avant que je ne le puisse. Votre approbation n'était pas requise. Silence. Le genre de silence qui tombe comme une pierre. Puis mon téléphone a vibré. Je l'ai mis sur haut-parleur. Bonjour, Chloé. C'était monsieur Nicolas Lefebvre, le représentant de l'internat d'excellence. Calme et posé. Je vous appelle pour confirmer le transport pour demain. 7 heures précises. Vous serez accompagné jusqu'au campus. Tout est finalisé. Stéphane s'est avancé. Vous ne pouvez pas simplement prendre ma fille. M. Lefebvre l'a interrompu, son ton professionnel mais inflexible. C'est une étudiante boursière de presque 18 ans. Cette transition est entièrement conforme au règlement. Toute interférence sera documentée. La pièce est devenue immobile.
Léo a craqué le premier. Papa, non. Sa voix semblait jeune. Trop jeune. C'est déjà fait. Sandrine a couvert sa bouche, des larmes coulant en silence. J'ai éteint l'appel, glissé le téléphone dans ma poche et je me suis tourné vers la porte. Des élèves s'étaient rassemblés à l'extérieur, regardant, chuchotant, élargissant le couloir pour me laisser passer. Je n'ai pas regardé en arrière. Ni mes parents. Ni Léo. Ni la vie qu'ils s'attendaient à ce que je continue de rafistoler. Alors que j'entrais dans la lumière du couloir, le seul son était le doux écho de mes pas. Net, sans hâte, définitif. Le lendemain matin, l'air à proximité de la vallée de la Loire semblait différent, vif, stable, vierge de tout ce qui avait précédé. Le TER m'a déposé aux portes de l'internat d'excellence, juste au moment où le soleil se levait sur l'horizon, colorant les bâtiments de vert d'un or doux. Je suis descendu avec une valise dans chaque main, les roulettes cliquetant légèrement contre le pavé. Pas de cris, pas d'exigences, pas de règles scotchées au frigo. Juste de l'espace. À l'intérieur du dortoir, le couloir sentait légèrement la peinture fraîche et la lessive. Ma nouvelle chambre était petite, lumineuse et silencieuse d'une manière qui ne ressemblait pas à une punition. J'ai posé mes sacs, ouvert la fenêtre et laissé l'air matinal entrer. Pour la première fois depuis des années, mes poumons se sont remplis sans résistance. Les cours ont commencé rapidement, débat, théorie politique, laboratoire de recherche. Ici, personne n'attendait que j'échoue ou que je me fasse petite. Quand je levais la main, les gens écoutaient. Quand je parlais, personne ne levait les yeux au ciel au son de ma voix. La salle ne basculait pas autour d'un garçon en or. Elle restait stable. À la bibliothèque cet après-midi-là, la lumière filtrait à travers de hautes fenêtres et se répandait sur les longues tables en bois comme une sorte de chaleur patiente. J'ai étalé mes notes, cliqué 2 fois sur mon stylo et senti le calme m'entourer. Pas le silence lourd et suffocant de la maison. Celui-ci semblait mérité, choisi. Mon téléphone a vibré une fois dans ma poche, un indicatif de la région Provence. Je l'ai laissé sonner. Il s'est arrêté. Puis un autre appel, puis le silence. J'ai retourné le téléphone et je l'ai éteint. Après le dîner, j'ai fait une promenade le long du chemin du campus bordé de petites lampes qui scintillaient comme des lucioles. J'ai croisé un groupe d'étudiants qui riaient, un couple qui étudiait sous un arbre, quelqu'un qui faisait du jogging avec des écouteurs. Des scènes ordinaires, des scènes douces. Une vie qui ne m'obligeait pas à me briser en deux juste pour maintenir la paix. Quand je suis retourné dans ma chambre, la lampe de bureau projetait une lueur douce sur mon cahier vide. Je me suis assise, lissant les pages avec ma paume, sentant la fermeté dans le bout de mes doigts. Les dernières 24 heures avaient redessiné la forme de mon monde. Pas avec du bruit, pas avec de la confrontation, mais avec un changement silencieux et décisif. Je ne les fuyais pas. Je courais vers moi-même, vers une vie qui semblait enfin m'appartenir. Certaines familles vous enseignent la loyauté. La mienne m'a appris les limites. Le jour où ils ont essayé de suspendre mon avenir a été le jour où j'ai acté mon départ. Silencieusement, proprement, sans regarder en arrière. Les portes ne se ferment pas toujours avec un claquement de bois. Parfois, elles se ferment avec un souffle, une décision, un unique pas en avant. Et une fois qu'elles le font, on apprend que la liberté ne fait pas de bruit. Si cette histoire a résonné en vous, restez pour la suivante. Il y a encore beaucoup à raconter.